C'est à vous. C'est bon. Bonsoir, bienvenue à tout le monde pour la maintenant 9e session d'Equinox, plateforme de poésie, initiée à l'origine le 21 mars par Barbara Polla, invitée par Nathalie Guyot à la Fondation Thalie. Et nous réitérons la proposition chaque jeudi depuis le confinement et le déconfinement maintenant, petit à petit. Voilà, donc ce soir, nous allons commencer avec Marie de Brugerolles. Bonsoir. Donc, pour me présenter à nouveau brièvement, je suis commissaire d'exposition, historienne de l'art et amoureuse comme vous de la poésie. Comme on n'a pas encore parlé de ce qu'on faisait à côté, je travaille aussi à la traduction de certains textes inédits de Jack Spicer, dans le but qui étaient des textes pour la performance, que j'ai un attrait particulier pour ce qu'on appelle la performance. Mais ce soir, je vais vous lire un texte d'un autre auteur américain qui s'appelle Tan Lin. Une brève histoire de la douceur en Amérique. L'histoire d'une famille est l'histoire de la persistance, et l'histoire de la persistance est l'histoire des choses. Mes parents étaient tous deux professeurs, mon père de céramique et ma mère de littérature asiatique et de traduction. Dans le cas de notre famille, la persistance a pris la forme, en partie, de livres. Mes parents sont arrivés aux États-Unis en provenance de Chine à la fin des années 50, lorsque mon père a été engagé pour diriger un programme d'études supérieures en céramique à l'université de l'Ohio à Athènes. Ma mère a passé son enfance à Shanghai, ainsi que dans une ville côtière appelée Amoy. Mon père à Pékin et à Fuzhou. Après la mort de ma mère en 2013, je me suis rendue dans sa maison de retraite en Pennsylvanie et j'ai rangé ses affaires. 2 bibliothèques, celle de mon père et celle de ma mère, ainsi que des affaires ménagères. La table de la salle à manger, sur laquelle nous mangions tous les soirs, quelques 200 pots en céramique de mon père, 2 cartons de garde-robe contenant les robes chinoises de ma mère, ainsi que les débuts de ma propre bibliothèque, de l'enfance à l'université, ont été transportés dans une unité de stockage de Warwick Street, dans le centre de Manhattan. Le passé prend des formes multiples. Celui-ci a pris la forme d'une unité de stockage. Lors d'un des premiers week-ends de tri, j'ai trouvé 2 livres sur la cuisine chinoise familiale en Amérique. Il n'y avait pas d'autres livres de cuisine chinoise dans la bibliothèque de ma mère, et je pense que c'étaient les seules sources imprimées de son éducation culinaire chinoise. En ce qui concerne la cuisine, ce serait une erreur de penser que notre famille est essentiellement américaine ou purement chinoise, ou qu'elle est confinée à une seule époque de l'histoire de la restauration dans l'Ohio. Il est clair que nous étions un peu des deux. Manger des œufs vieux de 1000 ans, ou de la soupe de tortue, ou du canard pressé est plus divertissant que de manger un poulet conventionnel acheté au supermarché. Ainsi, lors des dîners que mes parents ont organisés tout au long des années 70, dont beaucoup autour d'une fondue chinoise, nous mangions exclusivement de la nourriture chinoise préparée par mon père, qui était un très bon cuisinier. Mais entre nous à la maison, nous mangions essentiellement, dans les premières années, de la nourriture américaine préparée par ma mère et du poulet de Kentucky Fried Chicken que mon père adorait. En été, nous ne mangions presque pas de nourriture chinoise parce que mon père préférait le barbecue américain. À Shanghai, la famille de ma mère avait un cuisinier, comme c'était courant dans les familles assez riches, et elle a donc été obligée d'apprendre à cuisiner après son arrivée en Amérique. L'amélioration culinaire a correspondu à notre croissance, c'est-à-dire qu'elle a appris à cuisiner lentement tout en nous élevant, ma sœur et moi. D'abord, elle a appris à faire de la nourriture américaine parce que Maya et moi insistions sur le fait que pour être américain, nous devions manger américain. Plus tard, elle a appris à préparer elle-même de la nourriture chinoise parce que, en fin de compte, nous la préférions tous. Lorsque je suis arrivée au lycée, nous mangions presque tous les soirs ce que nous considérions comme de la nourriture chinoise authentique, préparée par ma mère, qui improvisait librement dans sa cuisine en utilisant des ingrédients américains. Au fur et à mesure que la cuisine de ma mère progressait, mon père la complimentait en disant « C'est tellement chinois que ça doit être américain ». Bien que j'ai peut-être
bien que j'ai peut-être compris cette phrase à l'envers. Son plat préféré, et certainement celui de Maya, étaient des côtes levées marinées dans de la sauce soja La Choy, du ketchup de tomate Heinz et du sucre de canne, qui recréait la sauce brune sucrée courante dans la cuisine de Shanghai, mais sans l'ingrédient crucial de la sauce aux 5 épices, qu'elle compensait en ajoutant du colorant alimentaire rouge américain. Et donc, dans un sens, mon père avait raison. Tout ce qui était américain dans notre maison était coloré pour avoir l'air chinois. Je pense parfois aux formes et aux chemins que la douceur sucrée a pris dans notre enfance. On dit souvent qu'en Amérique, les Chinois ne font pas de pâtisserie. Et c'était vrai dans notre famille. À cet égard, la boîte de recettes de ma mère démontre l'écart entre l'abondance de recettes de sucreries américaines, composées de sucre et de graisse, et le peu de recettes sucrées chinoises. La douceur n'est pas seulement culinaire. La douceur fait partie de la croissance. Comme l'affection retenue de ma mère pour la nourriture américaine, la chronologie suggère que ma sœur et moi avons laissé derrière nous nos enfances, non pas pour la liberté ou la poursuite du bonheur, mais pour principalement éviter la commodité et la facilité de traduction. Ainsi, la petite boîte rouge de ces recettes est une introduction à la douceur et à sa retenue. Beaucoup d'autres choses chinoises de notre famille ressemblent moins à un livre de cuisine qu'à un album, un objet d'art ou même une lettre personnelle. La douceur fait partie de la vie familiale, mais les sucreries ou confiseries américaines, du moins dans notre foyer, n'en faisaient pas partie. Et cela m'amène à une fin. Qu'est-ce qu'une douceur chinoise? Et qu'est-ce qui, dans la vie, se termine par une douceur? Je ne suis pas sûre que l'idée de douceur chinoise, pour moi, existe dans un sens américain. C'est peut-être parce que la douceur, dans la cuisine chinoise, est intrinsèquement ambiguë ou éphémère, comme une épice. En tout cas, il y a des exceptions dans dans le cas de notre famille. Ainsi, un inventaire, même mineur, et une conclusion sont nécessaires. Pour mes parents, la douceur a pris la forme chinoise. Ce ne sont pas des confiseries fabriquées à partir de sucre, ni des gâteaux ou des biscuits au sens occidental du terme. Bravo! Super. Des douceurs. Je Génial. termine par des douceurs. Une soirée Bravo, bravo, magnifique. Very unusual. Yeah. Magnifique. C'est Je vais super. lire. Merci. Merci. Maintenant, nous allons visionner, grâce à Claire, une vidéo envoyée par Johanna Price qui se prénomme Ébahie. Ébahi, allongé sur le sol. Perte du temps qui perturbe les terres anciennes de leur contenu moite. Je m'ennuie. Je rêve de tourbillons, de tempêtes, d'essaims qui flottent en souriant. Je ferme les yeux, je te vois. Et je vois des songes qui rongent la forêt sombre, attelés au vent, les bois blessés, les cavernes incomplètes. J'ai lu ton silence dans une mare de sang. Je ne bois plus. Seules les rivières abandonnent les courants, les joies, les cyprès, les plumes qui se collent à la peur et au sens soumis. Au plaisir que l'on pleure, je marche dans une rue déserte. Tout est perdu. Les yeux embués, je me croyais solide, au milieu de tout ce qui s'écroule, dans la boue. Mais je m'effrite en même temps que ce que je regarde, j'entends, je vois. Je te sens partir, les tremblements, la voix, jusqu'à ce que les larmes. Nous ne pourrons pas bâtir des œuvres innocentes. Nous démembrerons les lois, les soupirs, les haines.
Nous plierons le soir, la soif, et loin, aux marges vaines, de l'oubli attiré. Ah ouais. Merci. C'est au tour d'Annie Abrahams. Un poème, je suis Annie Abrahams, qui s'appelait en premier Enfourché, mais que maintenant a le titre des formes encore. Vraiment, beaucoup de choses est. Il y a derrière toutes les formes de nouvelles formes, mariage de bon sens, d'autres formes d'être au public, un autre rapport avec le public, des formes de création avec des formes de création en lien, aider à construire les conditions de répéter l'après, à créer sous contrainte, plusieurs formes, enfourcher le livre à est, le domestiquer, le seul moyen qu'il ne tombe pas des morts. C'est de l'enfumage, le bon sens et la créativité et le génie. C'est le bon sens et la créativité. Nous, on n'est pas forts. Nous, on n'est pas bons. Se débarrasser, non. Le bon sens et la créativité est sain. Résistance, résilience, refondation, envie de changer une opportunité de temps suspendu. Cette refondation, temps de résilience, résistance, temps de résistance, de résilience, donner les heures qui permettront de créer. Il y a une précarité immense, sinon une forme d'effondrement que la reprise d'activité. Ce ne sera pas une activité dans le normal. Apport en fonds propres, pas fragilisé, accompagné en capital, en activité, rester indépendant. Cette tension, on a besoin de défendre une forme artistique, d'assumer la créativité qu'on a d'un côté et la capacité à structurer une force de frappe. Ça contribue à la fois de la résilience et de la refondation. C'est une épave. On va le structurer, trouver les bonnes façons administratives. Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas le pro des formulaires et ça ne m'intéresse pas. Mais on va trouver les moyens de les comptabiliser. Mais on a besoin de ce souffle et d'aider nos enfants et en même temps d'autres donner une raison de vivre à des tas de femmes et d'hommes dans notre pays qui portent la culture, qui croient qu'ils en ont besoin. Réinventer un été différent de peut-être d'autres formes de colonies de vacances, formes de respiration qui étaient dans leur temps. Rien ne nous interdit d'inventer autre chose dans les formes. Cette forme d'impulsion, d'inventer différemment. Alors on doit inventer, faut l'inventer. La pensée est peut-être la pensée. Mais si on veut penser plus large, on en a besoin, très concret. Pas avec des grandes idées de poésie. Quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon, d'ailleurs, nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles. Lui, il prend d'abord du jambon et du fromage.
une forme d'ébranlement, de doute, de choses terribles, une forme de résilience, cette capacité à se réinventer. On vient de donner aux divas la nouvelle. Si elles sont prêtes à s'engager, peut-être qu'elles feront leur d'ailleurs, ailleurs, une forme, vrai début de révolution, se l'offrir à nous-mêmes, forme encore. Bravo. Merci. Right to the point. Super. Super, merci beaucoup. C'est ton texte? C'est ton texte? Oui, c'est mon texte, mais c'est un fabuleux. remix du discours de notre président. Oui, les colonies de vacances. C'était super. Fanny, Bravo. j'adhère à fond sur cette colonie de vacances. Je m'inscris. Merci. Tu nous dis où ça s'organise, on arrive, il n'y a pas de problème. À Montpellier, donc. Partout, j'espère. On va entendre Christine Guinard. Bonsoir, alors je me présente rapidement, j'ai fait diverses choses, traduction, j'enseigne le français et le latin et le grec, et je suis aussi musicienne, je travaille avec l'image, un peu de vidéo, j'écris des livres de poésie. Ce que je vais vous lire ce soir, c'est un texte qui n'est pas du tout de moi, qui est tiré d'un livre que je trouve extraordinaire de Georges Didier Huberman et Niki Giannari. Et le livre, ça a pour titre « Passer quoi qu'il en coûte ». Et ce que je vais lire, c'est le texte de préambule qui est de Niki Giannari et dont le titre est « Des spectres hantent l'Europe ». Lettre de Idoménée. Tu avais raison. Les hommes vont oublier ces trains-ci, comme ces trains-là. Mais la cendre se souvient. Ici, dans le parc bouclé de l'Occident, les sombres nations remparent de leurs champs à confondre le pourchasseur et le pourchassé. À présent, pour une fois encore, tu ne peux te poser nulle part. Tu ne peux aller ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Tu te retrouves immobilisé. Nos persécuteurs, dit-on, nous les avons trouvés devant nous, dans les villes que nous avions laissées, dans les villes que nous cherchions et dans les autres que nous avions rêvées. Certains étaient des nôtres et d'autres, ils étaient insouciants, qui reluquaient la guerre, la mer et les morts devant les vitrines. Comment part une personne? Pourquoi part-elle? Vers où? Avec un désir que rien ne peut vaincre, ni l'exil, ni l'enfermement, ni la mort, orphelins, épuisés, ayant faim, ayant soif, désobéissants et têtus, séculaires et sacrés, sont arrivés en défaisant les nations et les bureaucraties. Se posent ici, attendent et ne demandent rien, seulement passer. De temps en temps, se retournent vers nous d'une réclamation incompréhensible, absolue, hermétique. Figures insistantes de notre généalogie oubliée, délaissée, personne ne sait où et quand. Dans ce vaste temps de l'attente, nous enterrons leurs morts à la va-vite. D'autres leur éclairent un passage dans la nuit, d'autres leur crient de s'en aller et crachent sur eux et leur donnent des coups de pied. D'autres encore les visent et vont vite verrouiller leur maison. Mais ils continuent, eux, à travers la suggestion dans les rues de cette Europe nécrosée, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine. Au moment même où les gens observent le spectacle, depuis les cafés ou les musées, les universités ou les parlements. Et pourtant, dans ces petits pieds pleins de boue, charnellement, gît le désir qui survit après chaque naufrage. Un désir que nous avons perdu depuis longtemps,
le politique. J'ai voulu trouver une pierre pour m'appuyer, dit-il. Il pleurait, mais il n'y avait pas de pierre. Port-Bou, 26 septembre de l'an 1940, le jour où la frontière s'est fermée. Walter Benjamin s'est donné la mort. S'il arrivait un jour avant ou un jour après, car personne n'arrive à la frontière un jour avant ou un jour après. On arrive dans le maintenant. Dans un morceau de boue qu'ils m'amènent avec eux, eux qui savent encore être en mouvement, ou au moins que je puisse tomber, glisser, m'allonger par terre au ras des camomilles, qu'ils viennent, les enfants, poser leurs pieds tendres, me salir et rire de tout leur cœur sur mon ventre, tant que dure cette guerre civile, tant que la terre est étrangère. S'entaille la terre, profonde tranchée des morts juste à côté des lignes de frontières. J'ai honte devant les enfants qui, têtus, se donnent émus à la vie. J'ai honte devant ces femmes, j'ai honte devant les hommes qui se hâtent pour devenir comme nous en Allemagne. Même s'ils deviennent comme nous, tranquilles, dépendants et privés d'âme peu à peu, jusqu'à oublier ce qu'ils sont et d'où ils viennent, il y aura toujours cette nuit où ils ont chanté autour du feu. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Avons-nous encore le temps? Quand je les vois sans les regarder, je deviens invisible moi aussi à moi-même et je me dissous sans mémoire, sans histoire, sans souffle, dans ces yeux qui rendent le vent obscur. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Où vont-ils? Il semble qu'ils soient ici depuis toujours. Ils se cachent et, au moment où le danger disparaît, ils réapparaissent, comme l'accomplissement d'une prophétie, presque oubliée du regard. Pendant que les jours passent, je comprends qu'ils ne veulent nulle part aboutir, seulement, encore et encore, traverser l'histoire, comme des contrevenants et indisciplinés, des élus et tellement animés qu'ils sont capables de partir et de revenir au cœur de cet hospice inhospitalier qu'est devenu l'Europe, dans ce territoire, l'inhabité des peuples. Pendant que les heures passent dans cet entre-deux plein de boue, dans ces terribles barbelés, je comprends qu'ils sont déjà passés, apatrides, sans foyer. Ils sont là. Et ils nous accueillent généreusement dans leur regard fugitif. Nous, les oublieux, les aveugles. Ils passent et ils nous pensent. Les morts que nous avons oubliés, les engagements que nous avons pris et les promesses, les idées que nous avons aimées, les révolutions que nous avons faites, les sacrements que nous avons niés, tout cela est revenu avec eux. Où que tu regardes, dans les rues ou les avenues de l'Occident, ils cheminent. Cette procession sacrée nous regarde et nous traverse. Maintenant, silence, que tout s'arrête. Il passe. Merci. Je précise que c'est traduit du grec, c'est un texte en bilingue. Merci. Bravo. Bravo. Bravo Christine. Bravo, Christine. La douceur de la voix. On va entendre Myriam Pruvot. Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis une artiste qui fait différentes choses, beaucoup sonore, beaucoup autour de la voix et du chant. Et ce soir, j'avais envie de partager avec vous un texte qui m'accompagne depuis plusieurs années et que je crois assez important. C'est un texte de philosophie. Ah, c'est à l'envers. Mais ça s'appelle « Berceuse et révolution ». C'est un texte que vous pouvez trouver sur le site qui s'appelle « La vie manifeste ». Et ce sont deux philosophes qui ont écrit ce texte, Giulia Palladini et Nicolas Ridou. Donc je vais vous lire quelques extraits et après, je vais vous faire écouter juste la voix d'une poétesse soufie que j'ai enregistrée au Maroc pour un tournage d'une création radiophonique, d'un documentaire qui me parle de la voix de ses enfants. Voilà.
Vous m'entendez, ça va? Parfait. Alors, ce texte Berceuse et Révolution que vous pouvez lire en ligne, il est ponctué par plusieurs morceaux de musique et beaucoup de musique italienne, révolutionnaire, des chants de travailleurs, en l'occurrence. La scène est une chambre d'enfant. C'est l'heure de dormir et la chanson est chantée d'une voix calme qui s'efface par un père ou une mère. La chanson, tout autant, en est une parmi d'autres, chantée l'une après l'autre, afin de faire venir le sommeil. Toutes racontent plus ou moins le sol del avvenire, le soleil de l'avenir, celui qui brillera dans le matin clair, comme chaque jour, comme si c'était la première fois, comme s'il n'avait jamais pu briller ainsi avant. Cependant, pendant qu'elle raconte cet éveil, le rythme de la chanson enveloppe l'auditeur, l'invitant à se reposer sur ses notes, invitant l'enfant, bien sûr, à s'endormir, à tomber dans le sommeil. Dans notre théâtre de chambre, cette chanson est une berceuse. Les berceuses sont faites pour faire apparaître le sommeil en tant que mort temporaire, ou autrement, en tant que suspension de la vigilance. C'est peut-être pourquoi le rythme des berceuses entretient une relation mimétique avec le sommeil. Il aspire à lui emprunter sa suspension atemporelle. En conséquence, plutôt que de considérer les berceuses comme faisant apparaître le sommeil, il est plus précis de se représenter que c'est le sommeil qui fait apparaître la temporalité des berceuses, dans un effet retour. Les berceuses et les chants révolutionnaires partagent le même refrain, le même paysage de protection du passé et du futur. Comme si en fait c'était le futur, le matin neuf, qui était supposé protéger le passé de ses propres défaites. Cette ritournelle, pour emprunter ce magnifique terme à mille plateaux, tant dans les berceuses que dans les chants révolutionnaires, définit un territoire habité par la chanteuse et l'auditeur, et autour d'eux, avec eux, un millier d'autres, une autre horde de dormeurs. La promesse de révolution dans cette chanson comme une berceuse est la promesse de nouveaux jours radieux à venir. C'est la temporalité du sauvetage, de la lutte du monde, de la consolation pour la durée affective et mémorielle de cette lutte. Des berceuses comme son de l'affect, rythme du sauvetage et promesse d'avenir, tout autant que chant révolutionnaire. Voilà, c'est juste quelques extraits de ce texte qui est bien plus long et qui voilà, qui met dans une même temporalité chant révolutionnaire et berceuse. Et je vous fais écouter la voix de Touria, donc cette poétesse soufie que j'ai rencontrée, Touria Iqbal, qui me parle de la voix de ses enfants. Il y a la voix de mes enfants quand ils étaient tout petits, quand ils ne parlaient pas encore. Une des plus belles voix, c'est quand je les allaitais et qu'ils étaient sereins et heureux. Ils exprimaient ça par une sorte de son qui vient d'ailleurs, de son paisible et connecté à quelque chose de très très beau. Et je regrette de ne les avoir jamais enregistrés, ça me revient souvent. Mais par contre, c'est un son que j'oublierai jamais. C'est le son du bébé qui ne parle pas encore, un bébé de quelques jours jusqu'à quelques mois, mais qui était connecté à quelque chose d'immensément beau et serein et apaisant. Et c'est un son répétitif. Ça, c'est quelque chose de très très beau qui m'est resté. Et c'est indescriptible. Je ne saurais pas faire ce son-là. Et c'est à peu près le même son fait par ma fille que par mon fils. J'ai 2 enfants. C'est le même son qui ramène à
tu as une immensité, une éternité, une sérénité, quelque chose d'immense, très très beau, connecté. Voilà, et j'espère que j'ai pas pris trop de temps, mais je voudrais juste terminer avec 30 secondes. C'est à nouveau Touria Iqbal qui me dit juste quelques mots sur ce qu'est la poésie pour elle. La poésie a cette force de suggérer, de dire et d'essayer et à chaque fois renouveler parce qu'elle ne dira jamais le secret. Parce qu'une fois qu'elle aura dit le secret, je pense que la langue prendrait fin. Parce que ça serait le but même de toute la langue. Parce qu'elle dirait le secret intérieur de l'homme. Elle figerait, j'allais dire, le secret qui fait la vie d'un homme. Voilà. Merci. Super, merci Myriam. C'est magnifique et ça fait penser à ce que nous lisait Agnès il y a quelques semaines, expliquant que en fait les tout petits enfants parlent un langage qui est fait de toutes les langues du monde et que pour apprendre à parler, ils doivent en fait désapprendre toute une série de vocalises qu'ils sont capables de faire quand ils sont tout petits. Ça fait tellement écho à ce que dit cette poétesse soufie qui visiblement ne sait pas ça, mais en fait le babil des tout petits enfants contient toutes les langues du monde. Et peut-être si elle le trouve tellement immense et tellement beau, c'est à cause de ça. Et qu'ensuite ça se perd parce que pour apprendre à parler, les enfants doivent désapprendre tous les sons qui ne vont pas être utilisés dans sa langue. Donc merci, c'est très très beau. Merci. 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 C'est au tour de Alé Chinikar. Bonsoir tout le monde. Je suis Haleh, poétesse et artiste visuelle et je suis d'origine iranienne. Ce soir, je vais partager avec vous un poème que j'ai écrit durant le confinement, mais illustré par une vidéo que Claire va partager avec vous. Aujourd'hui, nous sommes loin l'une et l'un de l'autre. Aujourd'hui, les saisons, les bruits, le temps, nos bras, nos regards, nos baisers, nos instants partagés se traduisent au travers de fenêtres virtuelles à distance. حالا خانمی یه روزی که عموت اومده بود اونجا یک نفر بود الان خوشبختانه شما 20 نفرین در اونجا و من خوشحالم از اینکه یه خانواده پر جمعیت و با صفا و با صمیمیت و پشتکاری در اونجا هستین. Aujourd'hui, cette distance est palpable, le silence est palpable, partagé entre nos mains qui ne se tiennent pas, qui ne se tiennent plus. Ne par paresse ou par manque d'envie, nous sommes séparés. Nos corps sont éloignés. Nos mains dansent ensemble dans l'imaginaire de la réalité qui fait mal, mal. Nos mains distantes, nos mains esselées. اما با آمدن تو اصلا تمام رفتار و کردار من عوض شد یعنی بیشتر علاقه‌مند شدم به ادامه کار به ادامه زندگی تو Vous auriez dû être ici, ou là-bas, chez elle, chez lui ou chez moi. On aurait dû partager des moments, ce temps qui effleure la longueur de nos solitudes. Vous auriez dû être prêt,
dansant sur les notes printanières. Vous auriez dû. Les saisons passent, laissant derrière elles l'écume de nos instants ne partagés. Le temps s'écoule. Aujourd'hui, vous me manquez, et j'ai peur de ne plus saisir cet instant pour tenir vos mains, pour vous donner un baiser, pour vous serrer dans mes bras et pour vous dire que je vous aime. Entre nos mains, le vide. On partage le silence, on vit le silence, et on le donne au vent qui nous emportera. Bravo, allez! Karine! Merci beaucoup. Est-ce que pour vous aussi, le son et l'image étaient saccadés ou... Non. Très bien. Ok, donc alors c'était mon Internet, super. Non, on a tout bien vu, bravo. Merci. Merci. La dernière phrase est sublime. Qui termine. Mais la dernière phrase, je l'ai empruntée à une poétesse iranienne qui s'appelle Forough Farrokhzad. Et cette phrase, le vent nous emportera, c'est emprunté à elle en fait. Et il y a le grand cinéaste iranien aussi, Abbas Kiarostami, a nommé un de ses films aussi par cette phrase qui est en fait, en vérité, le titre d'un des poèmes de cette poétesse. Donc voilà. Magnifique. Merci. Merci. Nous allons entendre Lise Coirier. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie de rendre hommage aux personnes âgées, aux personnes qui vivent plus de 100 ans. Et j'ai commencé à lire beaucoup sur ce sujet-là durant le confinement, m'interrogeant sur les secrets de la longue vie de ces Japonais, entre autres, qui parlent d'ikigai. Et comment faut-il se comporter pour vivre plus longtemps, mais vivre mieux aussi, ensemble. Apprendre à se relaxer, à danser, à travailler ses mains, à faire de la bicyclette. Fumer semble pas trop un problème, on peut s'arrêter vers 120 ans, avoir le sens de l'humour, ne jamais boire de l'alcool, ça, je ne sais pas pourquoi, et surtout essayer de comprendre le monde avec la joie qu'on peut encore quelque part avoir en soi, et cet instinct de vie qui quand même nous poursuit, et surtout ne jamais prendre de retraite. Avoir une longue vie, c'est avant tout apprécier et apprécier d'être quelque part en vie et d'être passionné et d'avoir surtout un but quel qu'il soit à atteindre. Donc voilà mon poème Centenaire et plus sont les sages, qui vivent encore actifs, vivants personnages dont l'existence pleine n'est pas superficielle et l'équilibre reste le mystère existentiel. Pour qui le souffle rime avec respiration, tension profonde ou âme emplie de passion. Vivants sont ces êtres apparemment fragiles, résistants face à eux-mêmes, tels des îles, inondés de souvenirs et de sagesse, et ne montrant que rarement leur faiblesse. Ils inscrivent leur nom sur cette terre, la glaise entre les doigts, le regard sincère, à la conquête de ce temps long et court, à la fois rythmé de séquences au jour le jour. Le quotidien de celui ou celle qui atteint le siècle n'a plus rien à perdre, sauf la conquête, celle du temps qui pourrait arrêter sa marche, le compte à rebours sous la beauté de l'arche. Pour les hommes et les femmes de ce monde, tous nous faisons partie d'un seul univers. Fécondes sont nos idées et nos envies d'être, sans pour autant prendre soin de l'autre avant de paraître. Et pourtant, dans le regard de nos aïeux, nous pourrions percer quelques secrets, voire naître des aveux. Une union de nos bonheurs partagés à fleur de peau, sans tracer de territoire, en silence, pas un mot. Un jardin des songes qui se prolongerait la nuit dans un sommeil où le souffle long
inouïe, traverserait nos corps évanouis dans les rêves. D'où sont ces instants suspendus, sans trêve. Au réveil, quel que soit notre âge, notre apparence, nous rayonnerons de prime jeunesse, en transparence. Centenaires et plus sont nos ancêtres face à l'éternel, flottant parfois au-dessus de nous, telle une ritournelle, un chant d'oiseaux proche ou lointain, valsant d'une branche à l'autre en un seul refrain. Donc ça, c'est un hommage à tous ces centenaires. Le suivant, c'est La Rêveuse. Ça, c'est un hommage à Marin Marais, à ce magnifique film que vous connaissez tous les matins du monde. Et c'est cette pièce de viol, hein, le 4e livre de pièces de viol de Marin Marais. La rêveuse, silencieuse, pénètre dans les arcanes de verdure. Loin des ombres projetées, elle part à l'aventure. La danseuse, harmonieuse, esquisse le pas vers un espace de beauté, le corps délié des autres, en toute liberté. La promeneuse, amoureuse, attend le jour prochain sous les pommiers en fleurs, le cœur battant loin des cris et des pleurs. L'artiste activiste s'éprend du pinceau, de la plume, de l'encre et tisse sa toile. La force profonde donnant forme tout en hissant les voiles. La sage-femme, corps et âme, donne naissance, vie et espoir en un monde meilleur, près de nous, dans le berceau de l'humanité, ici et ailleurs. Le musicien, magicien, réveille sous l'archet toutes les voix humaines, violant le silence, la douleur et la haine. Le conteur, raconteur, apaise le récit douloureux de nos deux destins, la fable devenant la fibule entre nos seins. Le poète, prophète, visionne le devenir de l'homme face au vôtre, lui-même en quête du chemin des apôtres. Et si nous nous réveillons sans disparaître comme des papillons, sous une mer qui nous inonde d'émotions, tous les matins du monde? La rêveuse, la danseuse, la promeneuse, l'artiste, la sage-femme, le musicien, le conteur et le poète, et tous nos anciens, nous partirions ensemble, caressant, dans les bois chargés de senteurs, resplendissants, un pas vers cette danse onduleuse libérant nos peurs, découvrant une vie onctueuse, entre la terre, l'argile, entre le main, et l'univers réveillé par les chants lointains, et par les chants humains, les cordes de nos voix et de la viole, vibrantes d'histoires réelles, tel un bateau dans une fiole, roulant tous ensemble sur une même et nouvelle vague, flottant, l'âme au corps, nos mains liées, face au firmament. Merci. Bravo. Super. Et alors, je voulais vous faire juste une petite conclusion. Vous voyez l'œuvre derrière moi, et en fait, c'est une de mes artistes avec qui je travaille à la galerie, qui s'appelle Hamilton. Et son travail se passe entre la Terre et le cosmos. Donc, vous avez ce morceau de marbre et ce pastel sec. Et en fait, c'est très intéressant, surtout en période de confinement, de penser à cette relation entre la Terre et le cosmos. Merci. C'est beau. Merci. Eh bien, c'est à mon tour. Donc, je suis Pascale Barret, je suis artiste visuelle et performeuse. Et je voulais, comme une session précédente, marier deux travaux, cette fois-ci plutôt anciens. Donc, une vidéo qui a 12 ans. Donc, c'est une expérience de solitude dans un jeu qui s'appelle toujours Second Life et qui a une grande pauvreté graphique. Et j'ai surtout utilisé cette plateforme pour expérimenter la solitude avec mon avatar. Donc, j'ai tourné beaucoup de vidéos à partir de mes divagations dans le jeu. Et je vais mixer ça avec un enregistrement sonore qui a été réalisé une nuit d'insomnie dans la maison familiale, donc il y a 8 ans. Et donc, c'est aussi un autre moment de solitude. Donc, je vous propose d'expérimenter ce croisement. Et Claire va partager la vidéo.
un chat, une grande couleuvre, de la confiture de rhubarbe, un mariage, un soir dans la campagne, les grillons, les chiens qui aboient, la voie lactée, et ma voix cassée par une voiture au loin, les fêtes de mariage, les lendemains de mariage, c'est la campagne. Et les refaites par un petit courant d'air et de mariage, de lendemain de mariage, la nuit, les étoiles, on y voit même la voie lactée, les fougères, les chiens qui aboient, les cloches des vaches, les grillons quand il ne pleut pas, une chouette, le vieux jardin, une chouette, les oiseaux au réveil. Les herbes qui font là maintenant le son de la pluie et quelques voitures au lointain. Il n'y a plus. On entend juste quelques voitures au loin et un chat, toujours les chiens. Les souris, toutes les fleurs du mariage, et les couleuvres. Et on ne voit pas les une grande couleuvre. Le lendemain du mariage. Ici, c'est le dictaphone en direction. En direct de la campagne. C'est très bizarre ce soir, j'entends des chiens qui aboient. Le dictaphone, je n'entends pas les grillons parce qu'il n'y a plus le lit de la chambre d'amis. Quelques bruits lointains de la route avec un accent. Une cloche de vache. Il y a beaucoup moins de bruit. Les cloches de vache. Hier c'était plein de grillons, d'oiseaux, plus de chiens, des chouettes. Il n'y a plus de chiens. Encore des histoires. Les cloches des vaches. Encore des histoires. Les fleurs qui se fanent. Encore des histoires. Des lys blancs. Encore des histoires. Des fraisias. Encore des histoires. De la verdure pour faire beau. Des orchidées. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Un mariage. Le bouquet qui a une forme mortuaire et que personne ne voit lactée. Là, ce soir, regret à notre grand-père et toutes les autres inscriptions. Et tout ça qui meurt. La couleur, les couleurs devant la porte de la maison. Et tout ça qui meurt. Maintenant, j'ai l'impression que je vais marcher sur une couleuvre. Le cercueil, tout ça qui meurt. Elle est grande, la plus vieille est très grande, 2 mètres, 1,50 m. Les herbes qui font rire, c'est un serpent dans la cave. Et tout ça qui meurt. C'est pas un petit truc qui ondule, c'est les serpents. Et tout ça qui meurt. Le chat, encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Toutes les fleurs du mariage. Et tout ça qui meurt. Le pont, encore des histoires. Le lendemain. Et tout ça qui meurt. Encore des histoires. Les histoires. Encore des histoires. Encore des histoires. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Encore des histoires. Encore des histoires. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Encore des histoires. Encore des histoires. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Encore des histoires. Et tout ça qui meurt. Toujours expérimental, j'adore. C'était trop bien. Surréaliste. Super. Méditation. C'est au tour d'Olivier Franken. Bonsoir à tous, à toutes. Alors, une présentation rapide de mon activité. Je suis historien d'art, marchand, curateur,
publieur de livres. Et je vous ferai part du prochain projet, Dove Project, qui est basé à Bruxelles depuis 2016, mon retour à Bruxelles, et qui a un lien avec ce que vous avez mis en chantier et que vous avez terminé le 28 mai. Et moi, je commencerai à ce moment-là. Et donc, peut-être qu'avant de vous lire le synopsis et le scénario de ce projet, qui prendra l'été et qui va probablement réunir 100 à 150 intervenants aux quatre coins du monde. J'ai choisi 3 poèmes ici de Pablo Neruda, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée, en commençant par le 14e poème, et c'est une suite. Tu joues tous les jours avec la lumière de l'univers. Subtile visiteuse, tu viens sur la fleur et dans l'eau. Tu es plus que cette blanche et petite tête que je presse, comme une grappe entre mes mains chaque jour. Tu ne ressembles à personne depuis que je t'aime. Laisse-moi t'étendre parmi les guirlandes jaunes qui inscrit ton nom avec des deux de fumée parmi les étoiles du sud. Ah, laisse-moi me souvenir encore, tu étais alors comme tu n'étais pas encore aujourd'hui. Soudain, le vent hurle et cogne, ma fenêtre close, le ciel est un filet chargé de sombres poissons. Ici viennent frapper tous les vents, tous. La pluie se dévait, les oiseaux passent en fuite, le vent. Je ne peux lutter contre la force des hommes. La tempête entourbillonne d'obscures feuilles et libère tous les barques qu'hier soir on amarra au ciel. Toi, tu es ici. À toi, tu ne fuis pas. Toi, tu me répondras jusqu'au dernier cri, blotti à mon côté, comme si tu avais peur. Pourtant, une ombre étrange a parfois traversé tes yeux. Maintenant aussi, petite, tu m'apportes du chèvrefeuille et jusqu'à tes seins en sont parfumés. Pendant que le vent triste galope en tuant des papillons, moi je t'aime et ma joie mord ta bouche de prune. Ce qu'il t'en aura coûté de t'habituer à moi, à mon âme esselée et sauvage, à mon nom que tous chassent, tant de fois nous avons vu s'embrasser l'étoile du berger en nous baisant les yeux. Et sur nos têtes se détordent les crépuscules en éventail tournant. Mes paroles ont plu sur toi en te caressant. Depuis longtemps, j'ai aimé ton corps de nacre ensoleillé. Je crois même, reine de l'univers, je t'apporterai des fleurs joyeuses des montagnes, des noisettes foncées, des paniers sylvestres de baisers. Je veux faire avec toi ce que le printemps fait avec les cerisiers. Tu me plais quand tu te tais, car tu es comme absente. Et tu m'entends de loin, et ma voix point ne te touche. On dirait que tes yeux se seraient envolés et on dirait qu'un baiser t'aurait scellé la bouche. Comme toutes les choses sont emplies de mon âme, tu émerges des choses, de toute mon âme emplie. Papillon de songe, tu ressembles à mon âme et tu ressembles au mot mélancolie. Tu me plais quand tu te tais et sembles distante. Et tu sembles gémir, papillon, dans la berceuse, et tu m'entends de loin et ma voix ne t'atteint pas. Laisse-moi me taire avec ton silence. Laisse-moi aussi te parler avec ton silence, clair comme une lampe, simple comme un anneau. Tu es comme la nuit, muette et constellée. Ton silence est d'étoiles, si lointain et simple. Tu me plais quand tu te tais, car tu es comme absente, distante et endolorie comme si tu étais morte. Un mot alors, un sourire suffisent, et la joie, que ce ne soit pas vrai, la joie m'emporte. Dans mon ciel au crépuscule, tu es comme un nuage, et ta couleur et forme sont comme moi, je les veux. Tu es mienne, femme aux douces lèvres, et vive dans ta vie mes rêves infinis. La lampe de mon âme te rosit les pieds, mon aigre vin est plus doux sur tes lèvres, ô moissonneuse de ma chanson du soir tombant, comme te sentent mienne mes songes solitaires. Tu es mienne, vais-je, criant dans la brise du soir,
et le vent emporte ma voix, veuve. Chasseresse du fond de mes yeux, ton larcin retient, comme long ton regard nocturne. Dans le filet de ma musique, tu es captive, mon amour, et mes filets de musique sont larges comme le ciel. Mon âme née au bord de tes yeux de deuil, dans tes yeux de deuil commence le pays du rêve. Voilà. Donc, et donc, je voudrais juste un petit synopsis du projet qui va démarrer à la mi-juin et qui va courir tout l'été. Il y aura sa finalité par un livre publié aux États-Unis avec la participation de 100 à 150 artistes. It all starts with an appointment ID by Ovi Projects, Love Supreme. Because times are hard now, we are all experiencing pain, so we need love more than ever. We don't want to fall apart, so let's come together. Like-minded individuals from all over the world will share their love, beginning this midsummer June, people building bridges, poems and drawing and objects and films and pictures and words on paper and more. It will grow from a snowball into an avalanche. Poets, guru, dancer, artists, bowlers, singers, filmmakers, ordinary people, extraordinary lovers, composers, cyborgs, astronauts, sage, actors, perfumists, fashionistas, chefs, musicians, philosophers, surfers, and much more and more and more. More and more and more and more will participate as time passes, evoking the power of positive thinking, thoughts, and doing action. And our waves of kindness will grow and grow and continue past this summer. Who knows? Maybe the love tsunami will last forever, all starting from a midsummer night dream. That's it. Thanks a lot, guys. Il y a Sam Samor qui est impliqué, non? Absolument. J'ai montré Sam Samor en 1992 à Genève. Donc, il faut l'embrasser de la part de Barbara, s'il te plaît. Merci. C'est avec lui que j'étais toute la journée en Zoom de Saigon. Il est bloqué à Saigon. Mais il sera à Bruxelles le 20 et le 21 juin. Mais j'ai commencé à travailler avec lui en 1988. Il habitait avec moi à Bruxelles, avec des gens comme Joe Division, Alan Newglow et des gens de la Factory. Donc, c'est une grande amie, oui, et un complice. Voilà. Merci. Avec joie. Et bien maintenant, nous allons entendre Antoine Loyer et Mégalodon Malade. Tout à fait. Bonjour, bonsoir plutôt, chers amis. Il nous a été demandé de nous présenter très brièvement. Je suis Antoine Loyer, je fais des chansonnettes en français surtout. Aussi Stéphanie Vérin qui m'accompagne très souvent. On va vous chanter des chansons enfantines et des portraits d'enfants. C'est deux chansons en une. La deuxième chanson sortira dans très longtemps. D'ailleurs, les deux chansons ne sont pas encore sorties sur les disques qui ont été sortis jusque-là, d'accord. Et la deuxième chanson qui s'appelle By Birchette est une chanson qui a été écrite à Jette avec des petits de première primaire. Donc, on est au début du langage, au début des blagues, et comme Myriam parlait tout à l'heure des tout petits enfants et du langage des tout petits enfants, on est dans la même chose, mais avec l'apparition des syllabes, des blagues, des rêveries formulées, etc. Donc, on vous chante ça. Et la première chanson fait partie d'un album qui va bientôt sortir. Très bien, oui, exactement, qui s'appelle Sauce Chien et la guitare au poireau, donc qui sortira le 22 octobre, mais on va plutôt chanter que faire de la publicité. Au pied du col, personne. Au pied du col, personne.
tout avec un gros marteau, et puis on pète tout avec un gros marteau. Au pied du col, personne. Au pied du col, personne. Plein de bonnes choses. Viande de vache, fraises au puisqu'il est fatigué, il a trop travaillé, il doit dormir très fort. Il a fait une nuit blanche, il n'arrive pas à dormir à cause des avions et des hélicoptères et des quadrocoptères. Birchette la chair, prend l'avion pour l'Afrique, part aussi en bateau, aussi en pédale. Birchette lâche le sable, mange ses vêtements, fait frire tous les poissons. L'enfant mange une pomme, il va à la gare pour aller à la mer, pour oublier ses cauchemars. Ils chantent pour les avions et les hélicoptères et les quadrocoptères. Hey! C'est super, bravo. Merci, les copains. J'ai oublié aussi de signaler à tout le monde qu'il y a les podcasts qui sont disponibles sur le site de la Fondation. Après, bon, il y a un petit laps de temps avant de retrouver la dernière session. Mais en tout cas, vous retrouvez toutes les sessions en ligne. Je dis ça parce que pour certaines vidéos ou certains sons qui passent plus difficilement sur Zoom, on s'arrange pour les travailler au montage. Voilà. Merci. Et on va entendre Mélanie Huchet maintenant. Bonsoir tout le monde. Je suis journaliste culturelle à Bruxelles et je suis en pleine rédaction d'une nouvelle qui me tient vraiment à cœur, dont j'ignore encore le nombre final de pages. Alors, comme on n'a que 5 minutes, je vais vous lire des extraits de cette nouvelle en plein processus. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez l'impression que je saute du coq à l'âne. Les sœurs qui n'en étaient pas. Capable de me rendre hystérique et d'extirper de ma chair des pulsions animales, ma sœur est pourtant celle que j'ai le plus aimée au monde, comme une mère avec sa fille. Cette histoire est celle de 2 sœurs qui ne parviennent pas à être celles qu'elles devraient être. 8 ans d'écart et autant de grands écarts entre les deux. Je suis l'aînée.
Ce récit, vous le lisez donc à travers mes vagues réminiscences, mes fantasmes, car j'essaye, voyez-vous, non pas de rétablir une réalité d'avance tronquée, mais de comprendre à quel moment tout cela a merdé. À quel moment avons-nous cessé d'être des sœurs pour endosser chacune un autre rôle? L'univers, dans un coup de folie, a fait le choix d'un changement radical de casting. Si les sensations des toutes premières années de l'enfance semblent heureuses, il y a un moment précis où l'équilibre de notre sororité bascule. Je l'associe personnellement au départ de la nanny, de ta nanny adorée. Mais ni toi ni moi avions compris conscience que la disparition de cette île majeure dans notre archipel familial allait provoquer un véritable tsunami. Nous l'appelions tous Miss Sophia, sauf toi. Tu l'appelais Mom. Tu nais en 1984 à Paris. J'ai 8 ans. Je n'ai aucun souvenir de ce jour, ni aucune photo de nous, tandis que nombreuses sont celles de toi dans ta couveuse à l'hôpital. Tu ressembles à une crevette punk qui porte une couche taille extra large. Notre première photo semble être celle où je te tiens fièrement dans mes bras et où nous regardons complices vers la même direction, comme une connivence d'un glorieux avenir à deux. Ton arrivée me galvanise. Tu m'enlèves à la solitude de l'enfant unique. Mais cette photo m'interpelle. Pire, elle me met mal à l'aise. Elle donne la sensation d'une première rencontre. Et pourtant, tu as déjà bien 2 mois. Alors où étais-je l'été de ta naissance? Je reste aussi très sceptique sur notre écart d'âge, ayant réclamé plusieurs fois, à corps et à cri, une petite sœur ou un petit frère. Quand je demande des années plus tard à maman, elle répond nerveuse, on n'y arrivait pas. Alors, je m'appuie sur des suppositions, des indices. Je retourne aux origines. 1976. Maman est étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Papa travaille déjà et gagne bien sa vie. Une fois que maman sera diplômée en 78 ou 79, ils rentreraient chez eux en Iran. En tout cas, c'est leur plan. Le pays de nos parents est alors une monarchie dont le Shah, le roi, s'appelle Mohammad Reza Pahlavi. Il rêve comme Atatürk de moderniser son pays. Ainsi, quand je nais en 1977, les grandes villes iraniennes s'européanisent. Les femmes portent des mini-jupes, la vie culturelle bat son plein. On fume, on boit, on danse, on s'aime, on embrasse qui on veut. Le prix du pétrole explose à l'exportation. En 1978, la France accueille, après 15 ans d'exil forcé en Irak, Rouhollah Khomeini, un ayatollah inconnu du peuple iranien, mais ennemi du Shah. Le dignitaire chiite vit tranquillement dans une charmante maison de la banlieue parisienne. De son QG, il y envoie des centaines de milliers de cassettes en Iran, promettant de remplacer la tyrannie monarchique par une démocratie. Mais attention, pas de la manière dont nous l'entendons. Non, celle-ci serait spéciale. Elle serait islamique. Le Shah fuit le pays en janvier 1979, tandis que Khomeini fait une arrivée triomphale digne d'une rockstar. Des centaines de milliers de gens l'acclament, rêvant de démocratie, de liberté d'expression, champagne pour tout le monde. Non? Pas de champagne? Ah bon? Bah non. Désormais, c'est la loi de la charia. L'alcool est interdit. Tous les lieux culturels incendiés. Les femmes ont l'obligation de cacher leurs cheveux de putain sous un tchador. Leur corps est camouflé d'un long manteau islamique, car on a peur, oui, on a peur de faire bander les vieux barbus avec nos formes de gourgandines. Les femmes deviennent citoyennes de seconde zone. La lapidation se fait une place pour un oui ou pour un non. Le prix du baril de pétrole chute, euphorisant certains occidentaux. Alors oui, ma maman chérie, je comprends que vous n'y arriviez pas. Votre vie a été confisquée. Le choc est insondable, le traumatisme installé. Mais l'écart d'âge n'a rien à voir dans cette impossibilité qui existe entre elle et moi. Les astres ne se sont pas alignés en notre faveur. Nous avons été si proches pourtant. Sur les photos à 2, tu es dans mes bras. En groupe, je suis toujours derrière toi. Te souviens-tu de ce jeu que nous adorions? J'avais 11 ans et toi 4. Je t'ai appelé du salon, j'ai hurlé ton nom en te disant que j'avais aspergé mes pieds de parfum pour que tu viennes les sentir.
Tu courais vers moi en sachant d'avance que je mentais. Et nous nous mettions à rire, si fort comme deux sœurs qui, dans ce bruit joyeux de l'innocence, n'entendaient plus le mal-être et les démons de leurs parents exilés, hébétés, ruinés. Alors que je donnerais tout pour retrouver nos rires d'enfants, je me demande chaque jour ce que je pourrais faire pour qu'ils reviennent. Mais nous le savons, toi comme moi, que notre sororité a été telle la vie de nos parents, confisquée, à tout jamais. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Mélanie. Super. On veut savoir plus. Alors, il faudra dire ma nouvelle, Barbara. Merci. Merci beaucoup. C'est au tour de Anne Versailles. Oui. Bonsoir à tout le monde. Alors moi, je suis une artiste marcheuse, géopoète, et je travaille le mélange du texte, de l'image et du son, et de plus en plus le son d'ailleurs. Et d'habitude, j'ai l'habitude de travailler en parcourant et en traversant des étendues. Et puis là, je suis un peu confinée. Et donc, ce que je vous proposais d'entendre là aujourd'hui, c'est une production confinée sonore que Claire va faire. Je vais diffuser, oui. Femme bétonnée, avide d'herbes folles, hystérie de graines, rhizomes, racines de graines, pousse de l'ombre qui s'étendent et bulbes, pousse de l'ombre qui s'étendent sous terre. Femme bétonnée, avide d'herbes folles, hystérie de graines, rhizomes, racines et bulbes, pousse de l'eau qui s'étend sous terre, pousse, repousse, bouscule, compaction, circulation, émission, fange, éboue. Hébétude de l'habitude, bêtitude, répétition, répéter sans cesse, encore, creuser, loin, vide, perdre, se perdre. Personne n'écoute celle qui croit. Personne n'écoute celle qui croit. Débours, germe de toute petite puissance, toute que rien puissance, pas même torpeur. La peur à tordre, torcher, torpiller, accord, corpus et corpulence, à décorporer, jusqu'à la ligne, à décorporer jusqu'à la ligne, jusqu'à le perdu du fil, perdu, celui des jours herbeux, des jours dehors, des jours fêtes, des jours fleurs, des jours fruits. Alors elle creuse, suspendue, et ouvre les fenêtres, des racines enfouies pour les aérer. Voilà, alors je vous conseille peut-être de le réécouter avec un casque et
une acoustique un peu meilleure que celle que moi j'ai entendue ce soir en tout cas. Et même comme ça, c'était vraiment très, très chouette. Ben, merci. Merci à Comme toi. je le disais tout à l'heure, Anne, tout ce qui est enregistré sera remonté voilà, pour le podcast. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Quelle ambiance. Nous allons entendre Nathalie Guyot. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis Nathalie Guyot, je suis française, habitant depuis 17 ans à Bruxelles et avec un passé dans l'édition et dans le journalisme. Et justement, ce passé, avec ce confinement, revient, donc ses premiers amours pour l'édition, pour l'écriture, pour la musicalité des textes, avec ce cercle de poètes apparus, ces plateformes poétiques, et aussi avec une envie folle de redécouvrir ma bibliothèque et de défricher, de découvrir de nouveaux talents, ce que je fais via la fondation que j'ai créée, la fondation Thalie à Bruxelles, qui est un espace dédié à l'émergence, aux rencontres, aux talents et à la transmission, avec des résidences d'artistes, d'écrivains, avec une programmation qui croise les arts visuels, la littérature, mais aussi des expositions et une collection. Donc, collectionneuse, je suis dans l'âme. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un texte d'un petit jeune qui s'appelle Alechinsky, qui a 92 ans aujourd'hui, et qui est en fait le père du mouvement Cobra. Cobra, qui est un croisement entre le surréalisme et l'expressionnisme, qui vient de Belgique. Et ça rebondit un peu avec ce que disait Lise tout à l'heure sur comment on fait pour vivre si longtemps en bonne santé, heureux, en ayant un but et une passion et surtout ne jamais s'arrêter. Eh bien, c'est le cas d'Alechinsky. Donc, j'ai découvert ce petit bijou qui s'appelle ambidextre. Je ne sais pas si vous connaissez. Ambidextre, ça veut dire être à l'aise autant avec la main gauche que la main droite. Donc, c'est très rare. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Et ce livre est un véritable voyage à travers l'écriture, bien sûr, mais aussi à travers la calligraphie japonaise. C'est une ode à la poésie, à la créativité, sans cesse renouvelée chez cet homme. Je vais vous lire 2 textes. Le premier est assez drôle, vous allez voir. Don't cross Central Park by night. Don't cross. Vous êtes prévenus. Personne à New York ne traverse Central Park la nuit. Faites de moi ce que vous voulez. Brûlez-moi, noyez-moi, écrasez-moi entre 2 pierres, mais ne me jetez pas dans les ronces. Implore Jeannot Lapin qui a l'esprit vif jusque dans la gueule du loup. Le loup lâche Jeannot dans les ronces et dans les ronces, Jeannot se sauve. Malcolm Lowry l'a dit, tout est dans Jeannot Lapin. Alors oserais-je traverser Central Park la nuit, franchir son miroir vide de patineur, toucher la grande Alice de bronze polie par tant de caresses diurnes? Dans le vieux parc solitaire et glacé, la voix de Louis Jouvet récitant Verlaine dans Carnet de bal, et plus loin, ah, les beaux jours. Puis Samuel Beckett, oh, les beaux jours. J'en étais là quand Marlène et Jerry m'entraînèrent vers la haie vitrée. Venez donc admirer notre vue sur le parc. Invités pour revoir à leur mur 2 de mes tableaux, avec Lewis Carroll et la diffusion du paysage, je les abandonnais, me penchais. Don't cross. Et ce magnifique dessin de ce schéma où il a fait plus que croiser Central Park d'Alechinsky, que je partage avec vous. Tapis dans la topographie de Central Park, un monstre m'attendait, terrible, avec son profil indiqué par la découpe des chemins. Terrible, avec ses joues glabres coloriées en vrai. Terrible, avec sa perruque en fouillis d'arbres. Terrible, avec ses yeux de rocher plat. Terrible, avec sa peau de prairie un peu chauve. Terrible, avec Alice et Jeannot Lapin. Écureuil et curieux. Flâneur et écolière. Taxi jaune et fiacre rare. Je reviendrai,
à ce poste d'observation, armé d'un pinceau chargé d'encre jusqu'à la gueule. Les moyens du bord. Elle ne me tente plus du tout, la peinture à l'huile. Séduit en inconnaissance de cause, je me suis trompée de matériaux pendant 20 ans. Dans le désordre, voici la liste incomplète de ce qu'aujourd'hui je déteste. Les tubes en plomb cachant la couleur véritable de leur contenu, d'où la décision, l'obligation d'avoir à les ouvrir. Les brosses dures en soie de porc propres à donner une première couche d'impression à une porte. La boue dans le fond du godet, le trop souvent fatidique pas en avant, les sempiternels 3 pas en arrière, la position de combattant debout, la toile immaculée à concevoir qui attend blanche et narquoise sur le chevalet, instrument qui ressemble à l'invention de Guillotin. Le travail de la pesanteur, cette couleur fluide coulant comme de haut de la confiture, la pâte lourde ne se laissant pas conduire, le couteau qui en a trop gratté, attendre des jours, des semaines que cela sèche, constater plus tard craquelure et vieillissement, n'avoir trouvé en elle, la peinture à l'huile, que si rarement la fraîcheur de l'esquisse à l'encre ou la cadence et le récit du dessin bienvenu. Ma première peinture à l'acrylique date de 1965. Je peignais sur une feuille de papier dans l'atelier de Wallace Sting à New York. J'emportais cette feuille en France. Je me mis à l'observer punaisée au mur tout en dessinant à la queue leu sur de longues bandes de papier japon. J'épinglais celle-ci alentour, Central Park. Ma première peinture à remarque marginale. Je collais le tout sur une toile, premier marouflage. J'allais bientôt me déshabituer de la peinture à l'huile. Elle ne m'avait jamais permis ces regroupements, allitération et va-et-vient. Médium idéal. L'eau de source en toute quantité. Support, une simple feuille de papier pelure dont se servent les tailleurs. Du papier de coupe. Je l'étends au sol et il m'attend. Les couleurs et l'eau emplissent nombre de bols identiques. J'en connais le poids. La main droite, qui ne connaît pas le pinceau, me présente les bols à tour de rôle. L'outil, ce même pinceau japonais qui me sert indifféremment pour le dessin, la peinture, l'estampe. 9 cm de poils de chèvre montés sur 19 cm de bambou premier choix. Avec lui, avec eux, eau, couleur, bol, pinceau, papier, je passe du dessin à la peinture par couches successives de matière et d'idées mi-transparentes, mi-opaques, les unes laissant percer comme à regret l'ombre de ce qui fut, les autres exhibant ce qui va finalement être sauvé. Tracer une image avec n'importe quoi, n'importe où, la nappe du restaurant, quelques gouttes de vin, le bout du doigt, ne fera pas oublier le support éprouvé, la matière ductile, l'instrument d'élection. Reste encore à réunir espace et lumière, silence ou musique, disposer de temps, être en condition physique, avoir le moral, ne plus indéfiniment regarder par la fenêtre, accueillir l'image sans l'appeler, tirer parti de la situation dans son entier, laisser venir, connecter. Merci. Merci Nathalie, c'était top. Cette lecture. Merci. Je vous le recommande vivement en bitexte, c'est magnifique. C'est magnifique. Gallimard, magnifique livre, vraiment. Ouais. Merci. Très intéressant. On ira chez Candide. Ah bon. On va faire une razzia chez Candide. C'est clair. C'est au tour d'Hortense Gauthier. Alors, je suis ravie de vous revoir. Après, alors on commence à être déconfinés chez nous, c'est rigolo. Je vais vous lire un texte alors je me présente vite fait. Je suis poète, artiste, performeuse. Je travaille beaucoup avec le corps, avec l'espace, la géographie aussi.
Et puis là, j'ai écrit un texte pendant le confinement qui est en cours, puisque, comme vous, ma géographie était très réduite et c'est confondu avec une géographie sonore qui est le son qu'il y a autour de chez moi. Donc, je vais vous lire ce texte et c'est basé sur des faits réels. Voilà, histoire vraie. Ça s'appelle « Crier dans le vide ». Printemps 2019. J'ouvre ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre. L'air est doux avec le printemps. Le ciel est bleu, dehors, un homme crie au loin. Un cri de l'intérieur d'un immeuble, un cri de l'intérieur d'un corps. Régulier, lancinant, le ciel est bleu, la ville est calme, le cri continue. Toute l'après-midi, le cri continue. Il s'arrête de longs moments, puis reprend, à intervalles réguliers. Toute l'après-midi, le cri continue. C'est la nuit, il n'est pas très tard, mais tout est déjà silencieux. Ma fenêtre est ouverte dans la nuit tiède. Le cri surgit, lancinant, régulier. Dans le silence de la nuit, il s'arrête de longs moments, puis reprend, à intervalles réguliers. Il transperce la nuit, son cri lancinant, régulier, dans la nuit lancinant. C'est un matin frais ensoleillé. Le cri est là, de l'autre côté de la rue. Venant de quelque part, d'un immeuble proche, le cri est là, mais impossible de savoir précisément d'où il vient. Le cri emplit l'espace sur la gauche de ma fenêtre. De l'autre côté de la rue, le cri résonne dans l'air, dans tout l'air du matin frais. Le cri semble lointain, mais il est puissant. Il résonne lancinant depuis son lointain. Il résonne dans tout l'air, empli de présence tout l'air du matin. Une fin d'après-midi lourde et chaude. Le cri est là. La fenêtre de ma chambre donne sur une maison de retraite. Je comprends que le cri vient de ce bâtiment, contemporain, neuf, grande baie vitrée où je peux voir les petits vieux prendre leur repas, crépi beige, fenêtre en PVC. Le cri est là, presque chaque jour, dans le ciel bleu, dans le vent frais, dans la pluie de fin de journée. Le cri est là, régulier, s'arrêtant par intervalles, revenant, persistant, encore, encore. C'est l'été, grande canicule qui me cloue au frais dans l'appartement, longues après-midi sur mon lit avec des livres, avec le cri qui est là, régulier, lancinant, s'étirant parfois plus longuement, scandant de ses vagues l'air brûlant. Le cri est là dans mes après-midi, dans mes réveils tardifs, dans le pépiment des oiseaux. Le cri est là, longues après-midi lancinantes, longs réveils ponctués de son rythme, lancinant, intermittent. La nuit, je l'entends rarement. Le sommeil l'emporte, le cloue au silence. Mais quand il reprend, avec le jour, c'est lui qui emporte tout. C'est lui qui prend tout l'espace. Et c'est toute la ville qui semble se tenir autour de lui, en silence, et personne ne lui répond. Personne dans la ville ne lui répond. La ville non plus ne lui répond. Aujourd'hui, ce cri est là encore, encore et encore. Il ne semble jamais s'épuiser. Il est endurant, régulier, lancinant. Ce cri persiste. Il persiste à se faire entendre. Il est presque toujours le même si parfois il se transforme en râle. Infime différence, constance de la répétition. Dans cet été brûlant, ce cri avec tout ce silence autour fait mal. Cri à la fois douloureux et mécanique dans sa répétition, dans son recommencement insistant. Ne t'inquiète pas, il ne souffre pas, me dit A. Il est fou. Mais pour moi, c'est un cri de douleur et de protestation et de refus et de réclamation. Ce cri réclame, appelle, s'oppose, se répète encore et encore. Ce cri s'oppose au silence, lui claque dedans, lui claque son indifférence contre les murs de la vie. Ce cri est fou, oui, dans sa persistance, dans sa fermeté, dans son obstination qui ne faiblit pas. Le cri est là chaque jour, encore, encore. Puis l'automne est arrivé, les fenêtres se sont fermées et j'ai oublié ce cri. Printemps 2020. L'air est délicieux en ce mois d'avril, la ville est silencieuse,
On ne peut sortir qu'1 heure par jour. Les voitures ont presque disparu. La ville baigne dans un tiède silence. Quelques oiseaux font résonner les pierres blanches immobiles. L'air est délicieux et silencieux. Des fenêtres de la maison de retraite en face de ma chambre sont ouvertes. Les oiseaux pépient. Le cri est revenu avec le printemps. Il est là présent, dans chaque matin calme, dans chaque après-midi calme, dans chaque début de soirée calme. Il est présent dans l'air, il est présent dans le silence de la ville, il est présent dans sa résistance, dans sa vitalité. Quand le cri est revenu, je me suis dit « Ah, il est toujours là. Il n'est pas mort. Il est toujours dans cette maison de retraite. » Et puis aussi, « Tiens, ça ne passe pas. Il a toujours besoin de crier. Il veut encore se faire entendre. » En ce printemps, les gens applaudissent à la fenêtre à 20h tous les soirs, dans toutes les villes du pays. Ici, c'est très calme, presque aucun applaudissement. Mais il y a ce cri, depuis cette maison de retraite. Il est là, régulier, s'arrêtant par intervalles, lancinant, reprenant son souffle. Il est là, il se poursuit, il s'obstine, il est le même, et la ville semble encore plus silencieuse. Il est là, les oiseaux pépient, parfois 1 ou 2, parfois plus nombreux, et au milieu, le cri. Le cri crie encore, encore et encore, longtemps, durant de longues plages de 30 minutes, parfois plus, d'1 heure, je ne sais plus. Et puis vient le silence. Et puis il revient encore et encore. Il s'étend à tout l'espace vide autour, de la ville vide, il l'emplit, présent seul et les oiseaux en écho. Il a cette année de nouvelles variations. Il semble encore plus en colère. Il se transforme en râle. Pas un râle de mort, mais de vie. Il est presque érotique parfois. Un râle de vie qui perdure opiniâtre, qui insiste encore et encore. Il se tient dans son souffle. Il continue dans son rythme. Il se soulève et soulève avec lui le silence. Ce cri, il crie pour lui, pour poursuivre cette volonté de crier. Il persiste dans sa vie de cri. Il se tient, pas vraiment debout, mais il s'allonge. C'est un cri de l'allongement qui étire le temps répété, un cri du temps allongé derrière des murs d'une maison de retraite. Dans le silence de la ville, il persévère. Il persévère et il perce le temps. Il martèle l'espace entre lui et nous. Il transperce la distance. Parfois, quand ma fille joue dans sa chambre, elle crie avec lui. Peut-être crie-t-il pour que nous ne soyons pas seuls. Peut-être attend-il une réponse. Parfois, ma fille se met à la fenêtre et crie en écho. Peut-être pourrions-nous ensemble crier dans le vide. Voilà. Super beau. Très beau. Absolutely sublime. Très beau. Vous êtes tous poussés à un Urschrei, on appelle ça dans le théâtre le Urschrei. C'est le cri du tréfonds de notre être. Et en fait, dans le théâtre, c'est une technique pour retrouver le souffle et l'énergie pour jouer sur une scène. Et oui. Oui, c'est un sacré cri. Je l'entends tous les jours et c'est puissant. Oui. C'est où que tu es, en fait? J'habite à Angoulême. Ah, d'accord. En France. Non, mais... Merci. Ce soir, on termine avec Frank Smith et Barbara Polla pour un duo. Bonsoir. Je cherche Barbara. Où es-tu, Barbara? Je suis là. Je suis là, Franck. Je ne vois pas. Ah oui, d'accord. Bonsoir, donc Frank Smith. Je fais des livres de poésie et des films. Et nous allons lire le début d'un livre qui était un film également, un livre qui s'intitule « Le film des questions ».
qui est aussi un livre, qui est aussi un film. Je vais dérouler un extrait du film en ayant coupé le son pendant la lecture que je partage avec Barbara. C'est un film consacré et un livre consacré à un fait divers qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis en 2009. Un dimanche matin, le 10 mars 2009, un jeune Américain se lève, met le feu à sa maison où dormaient sa mère et les chiens, et prend sa voiture et pendant 1 heure va tuer une dizaine de personnes sur son passage jusqu'à ce qu'il se suicide, presque 60 minutes plus tard, sur le parking de l'usine où il a l'habitude de travailler. Et donc c'est un film sur le paysage qui se pose la question de savoir si le crime est contenu dans le paysage. Alors moi, j'aimerais ajouter, avant que tu commences, Franck, si tu veux bien, puisque Franck est trop modeste pour dire ce genre de choses, que ce film et ce livre sont le premier de toute une série de films et de livres dans la même veine, en fait, poétique. Les films de Franck sont tous produits et montrés au Centre Pompidou. Et aussi, j'aimerais rappeler que Frank Smith a fait l'année dernière une résidence à la Fondation Michalski. Et voilà, j'ai énormément d'admiration pour le travail de Franck. Et je voulais le dire, Franck, avant que tu commences. Merci de partager le film des questions qui est ton livre et ton film préféré, que j'ai énormément travaillé aussi avec mes étudiants à Genève à la Aide, qui sont tous tombés amoureux de cette idée de la question et de comment on peut questionner et représenter un événement tel que celui dont nous allons vous parler. Alors, j'ai une question technique. Je peux partager l'écran? Oui. Oui, hein. Alors, pardon, mais j'ai perdu le fil. Le fait est que le massacre du comté de Geneva du 10 mars 2009 a été commis par Michael Kenneth McClendon, un jeune homme de 28 ans qui, pris d'une folie meurtrière, assassine 10 personnes lors d'une série de fusillades perpétrées au sein de 3 communes du sud de l'Alabama, Kinston dans le comté de Coffee, Sampson et Geneva dans le comté de Geneva. Le fait est que l'on compte parmi les victimes 5 membres de sa famille et 2 enfants. Le fait est qu'après s'être engagé dans un échange de tirs nourri avec la police, Michael Kenneth McClendon a fini par se donner la mort, portant le nombre de victimes à 11 personnes au total. Que les fonctionnaires de police ont déclaré qu'il s'agissait du pire acte criminel jamais survenu dans toute l'histoire de l'Alabama. Le fait est que Michael Kenneth McClendon a d'abord assassiné sa mère et brûlé sa maison dans la ville de Kingston, puis tué sa grand-mère maternelle, son oncle, 2 cousins, ainsi que d'autres personnes au hasard, et blessé 6 autres au total à Sampson et dans les environs. Une question. Qu'est-ce qu'une question? Une question se pose-t-elle? Comment la poser? Comment poser une question? Des images. Qu'est-ce que des images? Des images se posent-elles? Comment les poser? Comment poser des images? Des paysages. Qu'est-ce que des paysages? Des paysages se coupent-ils? Comment les couper?
Comment couper des paysages? Est-ce qu'on pose des questions? Est-ce qu'on pose des questions là où il y a des images? Est-ce qu'on pose des questions là où il y a des coupes de paysages? Est-ce qu'on pose des questions là où il y a des blocs de paysages tranchés? Est-ce qu'on pose des questions là où il y a des blocs de paysages tranchés, segmentés par une caméra qui les saisit? Où sont les choses? Où sont les choses dans les images? Où sont les choses dans les images qu'on prend? Où sont les choses dans les paysages qu'on coupe? Est-ce qu'on filme? Est-ce qu'on filme à la surface des choses qu'on prend? Est-ce qu'on filme apposé à la surface des choses qu'on filme? Il a été établi qu'au moins 10 personnes ont été assassinées mardi 10 mars 2009 au cours d'une série de fusillades survenues au cœur de 3 petites villes du sud de l'Alabama. Il a été établi que le tireur, la femme et l'enfant de l'adjoint du shérif figurent parmi les victimes. Le fait est que le massacre a débuté dans un quartier de Samson, une ville d'environ 3000 habitants, située à environ 15 000 au nord de la frontière avec la Floride, à 15h30, et a pris fin peu après 16 heures, à 12 000 de là, dans une usine de Geneva. Il a été établi que le criminel, dont l'identité n'a d'abord pas été révélée, s'est tiré une balle dans la tête à l'intérieur de l'usine Viable Metal Products de Geneva. Le fait est que les autorités ont également fait mention d'un incendie criminel dans une résidence du comté voisin de Coffee, où un corps mort a été retrouvé. Que cet incident est considéré comme lié à la fusillade. Le fait est que les enquêteurs ont tenté de déterminer si le tireur, muni d'une arme semi-automatique, connaissait les victimes. Il a été établi que le tireur a tué 6 adultes et un enfant dans 3 résidences de Samson avant d'emprunter la route 52, tirant au moins 7 balles en direction d'une voiture de police. Il a été établi que l'un des fonctionnaires de police a été blessé suite à la dispersion d'éclats de verre brisés lors de l'attaque. Il a été établi par le shérif du comté de Geneva que l'un de ses adjoints a perdu sa femme et un enfant en bas âge dans la fusillade survenue dans la première maison, qu'un autre enfant a également été blessé. Un événement. Qu'est-ce qu'est un événement? Où est l'événement? Où est l'événement dans les images? Où est l'événement dans les images qu'on capture? Quand advient-il l'événement dans les images une fois saisies? Quand advient-il l'événement dans les images une fois saisies, le paysage tranché? Quand advient-il l'événement dans les images une fois saisies, le paysage absorbé par le regard à travers l'objectif de la caméra? Où se situe l'événement dans l'image? Où se situe l'événement dans le film, dans les blocs de paysages découpés? Où va-t-on trouver cela? Où va-t-on trouver cela dans les choses? Dans les bois? Dans les forêts d'Alabama? Où va-t-on trouver cela dans les choses d'Alabama? Dans les mails, dans les sanctuaires ultra-consommatoires de la société américaine? Où va-t-on trouver cela dans les choses américaines? Sur les terre-pleins des highways d'Alabama? Où cela? On dit qu'on ne peut pas décrire ce qui s'est passé ni pourquoi cela s'est passé. On dit que c'est juste un jour d'une horreur incommensurable pour le comté de Geneva. Le fait est que l'homme qui a tué 10 personnes lors d'un massacre survenu dans le sud de l'Alabama a laissé une lettre à destination de ses proches, où il écrit vouloir que les gens payent pour ce qui a été fait à sa mère. Michael Kenneth McLendon y précise qu'il mettra fin au jour de sa mère pendant son sommeil, puis le feu à la maison familiale. Il a été établi qu'après avoir quitté la maison en feu le 10 mars 2009, Michael Kenneth McLendon s'est engagé dans une fusillade meurtrière à l'aide de 4 armes et de plus de 200 munitions. Le fait est qu'il a tué 9 autres personnes, dont 4 parmi ses proches, avant finalement de se suicider.
Est-ce que le sang coule? Est-ce qu'on peut parler du tranchant du couteau pris en lui-même? Du tranchant d'une carabine, est-ce qu'on peut en parler? Du tranchant d'une carabine qui tire au hasard sur des gens, des people au hasard, est-ce qu'on peut en parler? Qui flingue au hasard dans les bois d'Alabama, au hasard dans les forêts noires et pendues des highways d'Alabama, est-ce qu'on peut en parler? En tant que lui, le tranchant du couteau, est-ce qu'il a déjà commencé avec l'acte de trancher? En tant que lui, le tranchant du couteau, est-ce qu'il n'est pas fini avec le résultat d'avoir tranché? Est-ce que le tir de la carabine n'est pas fini avec le résultat d'avoir atteint sa cible? Est-ce qu'il n'est pas possible de le reprendre aussi bien le couteau, le tranchant du couteau et trancher du pain à nouveau, retrancher du repain? Est-ce que l'on peut acheter du pain frais dans les malls ultra consommatoires en Alabama? Est-ce que le pain est frais en Alabama? Est-ce que le pain est rassis en Alabama? Est-ce que les cadavres sont rassis quand le sang a coulé en Alabama? Est-ce qu'il est possible aussi bien de le reprendre, le couteau, si tout va bien en Alabama? Est-ce que tout va bien en Alabama? Mais mon précédent, je l'avais acheté. Merci. Je suis toute verte. Merci, Barbara. Merci, nous arrivons au terme de cette soirée. Et donc, merci Pascal. Je vais clôturer la session, comme ça maintenant on peut digresser ensemble. Alors, moi, je voulais vous dire que pour ceux qui ont fait passer leur texte de création pour Equinox, qu'il y aura un livre qui sera fabriqué et qui va naître et qui sera présenté à la Fondation mi-septembre. Donc, le livre de vos créations, de vos textes que nous sommes en train d'assembler avec la complicité de Barbara. Et ça sera l'occasion de nous retrouver tous ensemble en présentiel, comme on dit maintenant, hein, dans le langage techno et froid de cette société aseptisée et que nous ne voulons pas. C'est pour ça qu'on se bat pour perpétuer la poésie, la rondeur des mots. Et également, je voulais vous dire qu'en parallèle d'Equinox, il y aura une traversée. Donc, cette traversée, c'est un projet que j'ai initié avec une trentaine de femmes artistes, écrivaines, photographes, enfin toutes médiums confondus. Et idem, donc ça sera montré, présenté, échangé à la Fondation à la mi-septembre, car nous rouvrirons en septembre. Voilà.